vu précédemment comment l'homme a su s'approprier les propriétés des plantes et avec des méthodes de plus en plus précises. Nous allons pour cela prendre comme exemple 4 espèces, l'artichaut, la belladone, le quinquina et la pervenche tropicale. La belladone, son nom scientifique est Atropa belladonna. Ce nom lui a été attribué par Linné, le nom d'Atropa en référence à celle des 3 parcs fées de la mythologie romaine qui tranchaient le fil de la vie pour rappeler sa toxicité. Et le qualificatif plus doux de belladonna, belle dame, est une référence aux dames italiennes, romaines, qui mettaient quelques gouttes de sève dans leurs yeux pour leur donner un regard attirant. Nous allons comprendre pourquoi. La belladone est une grande plante herbacée qui atteint 1,50 m de haut, aux feuilles ovales, entières, qui n'ont guère de caractéristiques. Cette plante se ramifie beaucoup dans sa partie supérieure et va donner des fleurs qui sont caractéristiques par leur mode d'insertion. Elle est celle de 2 bractées, une grande et une petite. C'est assez spécifique des plantes de cette famille. La fleur montre une corolle en forme de campanule violacée. Et après fécondation, la fleur donnera un fruit charnu. C'est une baie qui est toujours insérée au creux du calice qui persiste. Et cette baie devient noire à maturité. L'usage de la belladone est dû à la présence d'atropine, qui est un alcaloïde, c'est-à-dire une substance organique azotée, les alcaloïdes étant relativement spécifiques du règne végétal, et l'atropine doit son nom naturellement au nom scientifique qu'a donné Linné à la plante, Atropa et atropine. Cette atropine est responsable des propriétés de la plante et en particulier la dilatation de la pupille, c'est ce qu'on appelle la mydriase, d'où le regard des dames romaines qui l'utilisaient. L'atropine également a la propriété d'assécher toutes les muqueuses et on le ressent particulièrement au niveau de la bouche. Et puis l'atropine agit aussi sur le système nerveux. Ces propriétés de la belladone font qu'elle est très utilisée en ophtalmologie pour des examens de l'œil et puis également en pré-anesthésie pour s'opposer aux sécrétions bronchiques. Et puis également une propriété utile à l'heure actuelle, c'est que l'atropine neutralise certains gaz de guerre toxiques, le gaz sarin en particulier. Mais cette même atropine est rapidement toxique à partir d'une certaine dose. On estime en première approximation qu'un fruit, une baie, équivaut à 1 mg d'atropine. Et 2-3 baies sont mortelles pour un jeune enfant et une dizaine pour un adulte. La belladone a été utilisée autrefois au Moyen-Âge par les sorcières, tout au moins c'est la réputation qu'on leur donne. Elles entraient dans un état second et elles avaient la sensation de pouvoir chevaucher un balai pour s'envoler et rejoindre leur compagne pour le sabbat. La pervenche de Madagascar ou pervenche tropicale, Catharanthus roseus, c'est une apocinacée. C'est un sous-arbrisseau, c'est-à-dire que la partie inférieure est ligneuse. C'est une plante qui n'est pas très haute, 20-30 cm maximum, à feuilles opposées et qui présente de grandes fleurs roses mais quelquefois blanches. Et cette plante contient des laticifères que l'on peut mettre en évidence en cassant un bout de feuille. Originaire de Madagascar, elle a été introduite dans de nombreuses régions intertropicales et on la trouve maintenant un petit peu partout, y compris dans les jardineries. L'histoire de cette plante et de son utilisation mérite d'être rappelée. Nous sommes en 1940. Des scientifiques observent le comportement de pêcheurs malgaches qui emmènent avec eux des feuilles de cette plante pour aller naviguer pendant plusieurs jours. Et on s'est interrogé sur cette utilisation, pensant initialement qu'il s'agissait de soulager la faim. Des chercheurs canadiens pensent alors que cette plante permet l'entrée de glucose dans les cellules et que l'on pourrait envisager d'en faire un médicament antidiabétique qui était la recherche particulièrement développée à cette époque. Alors, voulant vérifier cette propriété, on inocule une préparation à base de ces feuilles chez un lapin. Mais ces lapins meurent très rapidement par septicémie
c'est-à-dire que la plante tue les globules blancs. Et on aurait pu arrêter les recherches ici. Bon, elle n'est pas efficace contre le diabète, on arrête tout. Eh bien, il y a des chercheurs qui sont particulièrement tenaces et qui ont eu l'idée alors d'utiliser la plante au niveau de tumeurs, c'est-à-dire là où s'accumulent les globules blancs. Et on a vu rapidement la régression de ces tumeurs. Et donc, on réoriente les recherches dans ce domaine. Dans les années 1950-1955, c'est-à-dire 15 ans plus tard, on isole les premiers alcaloïdes, la vincristine et la vinblastine, qui montrent une efficacité certaine contre la maladie de Hodgkin, qui est une forme de leucémie. Le problème, c'est qu'il fallait des quantités considérables de feuilles de cette plante pour obtenir 1 gramme d'alcaloïdes. Et 1 gramme d'alcaloïdes, c'était un traitement pour un enfant pendant 1 semaine. C'était donc inenvisageable de continuer à utiliser les plantes de cette manière. Parallèlement, à cette époque, on commence à cultiver les tissus végétaux. Et on s'est aperçu rapidement que l'on pouvait obtenir plus de molécules actives à partir de ces cultures que provenant de la plante fraîche. En 1974, un pharmacien français, Pierre Potier, développe la culture des tissus de pervenche tropicale et obtient en 1982 un alcaloïde qui ne se trouve pas dans la plante. C'est une hémisynthèse, c'est-à-dire qu'on parle de la molécule naturelle que l'on modifie. Et à la suite d'essais longs et coûteux, on obtient une autorisation de mise sur le marché d'abord pour le cancer du poumon et puis quelques années plus tard contre le cancer du sein. Depuis, on a découvert encore d'autres possibilités d'hémisynthèse, mais on voit avec cette histoire qu'il faut plus de 70 ans à partir de la découverte de l'usage de la plante pour arriver aux spécialités pharmaceutiques actuelles. Alors, fait unique dans l'histoire des médicaments, l'administration postale française a honoré cette collaboration entre le CNRS et un laboratoire pharmaceutique français en émettant en 2000 un timbre illustrant la pervenche tropicale ou pervenche de Madagascar. Les quinquinas sont des rubiacées du genre Cinchona. Ce genre contient plusieurs espèces, dont le Cinchona officinalis, et ce sont des arbres de 15 à 20 mètres de haut qui poussent dans la cordillère des Andes, entre l'Équateur et la Colombie. Ils poussent entre 1500 et 3000 mètres d'altitude. Alors les quinquinas contiennent un alcaloïde, la quinine, qui est extrêmement actif contre la fièvre, mais aussi contre le paludisme. Et d'ailleurs, ça a expliqué qu'on ait planté ces arbres dans les zones tropicales, également en Asie. La quinine a été isolée dès 1820, mais c'est en 1944 qu'on a été capable de faire sa synthèse. Et que petit à petit, on a commencé à développer des molécules dérivées de la quinine et beaucoup plus efficaces, comme la quinacrine ou la chloroquinine. Et d'ailleurs, un dérivé de la chloroquinine a récemment défrayé l'actualité car on a cru, mais à tort, qu'il pouvait être actif contre le SARS-CoV-2. Au-delà de son rôle contre le paludisme, la quinine et les quinquinas se sont introduits en Europe pour leur rôle fébrifuge que les jésuites avaient repéré dans les usages des Amérindiens et qui ont été introduits en Europe notamment par le docteur Talbot, un Anglais qui a soigné les grands de ce monde, notamment le roi Louis XIV, avec un remède secret et fébrifuge qui en fait était du vin à base de quinine. Et les recettes de vin à base de quinine se sont multipliées. Le beer, le Cap Corse Mattei et autres apéritifs contiennent de la quinine. Et on en a aussi dans le picon qu'on met dans la bière. D'ailleurs, dans le picon, on retrouve ce petit goût amer caractéristique de la quinine. Le quinquina a été nommé par Linné Cinchona, C-I-N-C-H-O-N-A ou Cinchona, oubliant l'usage initial de la plante qui était dédié localement à la princesse Chinchon, C-H-I-C-H-O-N. Et Linné a omis le premier H. Par contre, les médicaments homéopathiques ont conservé
cette appellation originelle avec la spécialité China, dont les granules sont utilisés bien pour soulager les troubles digestifs en particulier. L'artichaut est une grande plante vivace de la famille des astéracées. Elle dérive de populations sauvages de l'espèce Cynara cardunculus, qui nous a donné d'une part les cardes. Dans les cardes, on mange en fait les côtes, c'est-à-dire les nervures et les pétioles des feuilles, qui sont très développées. Et on enlève les parties épineuses des feuilles. Dans l'artichaut, on reconnaît bien le capitule caractéristique des astéracées, c'est-à-dire un ensemble de fleurs, souvent pas mûres au moment où on consomme l'artichaut, entourées de feuilles modifiées, des bractées. Et on mange le plateau de l'artichaut et la base des feuilles qui est charnue. C'est une plante qui a été domestiquée dans l'ouest du bassin méditerranéen, sans doute dans l'Antiquité. Dans les usages alimentaires, on a commencé par manger des petits artichauts entiers, comme on pratique encore en Italie. Et puis plus tard sont apparus ces artichauts comme ceux qu'on cultive en Bretagne, où cette fois-ci on n'en mange que le plateau de l'inflorescence et la base des écailles. Contrairement à ce que suggèrent certaines publicités, c'est bien la feuille de l'artichaut qui est utilisée à des fins médicinales. Cette grande feuille doit sa couleur d'un vert glauque, surtout à la face inférieure, un vert un peu bleuté, grisâtre, à la présence d'acide chlorogénique qui est un dérivé de l'acide caféique. Et cette présence d'acide chlorogénique confère à cette feuille une saveur particulièrement amère. Vous goûterez une feuille d'artichaut, c'est immangeable. Eh bien, cet acide chlorogénique est responsable des propriétés hépatobiliaires de cette plante, très utilisée par l'industrie pharmaceutique. C'est le premier médicament à visée hépatique d'un point de vue tonnage utilisé en France. Ce qu'il faut retenir, c'est que par ces 4 exemples, nous avons vu comment s'est installée progressivement une utilisation thérapeutique. D'abord, selon la théorie des signatures, soit en observant les utilisations traditionnelles dans certains pays avec le quinquina, soit par des études alors menées de façon scientifique rigoureuse, avec d'abord la belladone et puis ensuite la pervenche de Madagascar.